Angela, on a une longue liste de questions que peut-être qu'on peut partager avec nos orateurs. Oui, peut-être une question maintenant pour Monsieur le colonel Gavrila, toujours de Monsieur Joseph Mambo qui est très actif et il demande les gendarmes, malgré leur expertise avérée, sont très minoritaires dans les opérations de paix. On parle d'ailleurs d'une composante de la police. Comment pensez-vous qu'il est possible d'en accroître le nombre? Merci pour la question. J'étais en train de répondre en écrit. La décision concernant la dimension de la composante police n'appartient pas à la gendarmerie. Il ne s'agit pas de la manque de volonté de la gendarmerie de participer dans des missions. Il faut toujours avoir la décision politique et il faut prendre en compte, bien sûr, les variables, l'ambition politique, la mission et le budget pour participer à ça. Donc, l'ouverture vers l'international de la gendarmerie est toujours la même et plus grande que l'offre des missions au niveau international. Je peux témoigner en tant que commandant de la force de gendarmerie européenne. J'ai eu l'honneur de commander les 7 gendarmeries européennes dans des missions internationales dans tout le monde. Et le vivier de participants dans les missions internationales, soit sous l'égide de l'ONU, de l'Union européenne ou de l'OTAN, est établi à 2500 gendarmes préparés pour participer. Et la participation en moyenne, chaque année, est variable entre 250 et 300 gendarmes par an. Donc, la différence est grande. Mais encore une fois, il n'est pas la gendarmerie qui décide le montant, le nombre, mais les besoins des missions internationales. Merci pour la question. Y a-t-il d'autres aussi questions, Angela? Quelles sont les mesures prises sur l'insécurité et les multiples tensions dans certains pays francophones comme Mali, Burkina Faso et le Niger? Ok, alors voilà. Quel orateur voudrait adresser cette question? Monsieur Michon, je vois, voilà, vous avez la parole. Oui, merci. Alors peut-être je me permets aussi d'intervenir sur la question précédente. Alors peut-être pour dire, il y a quand même au sein du Conseil de sécurité 3 sièges qui sont réservés aux pays africains et que depuis moi, quand j'étais au Conseil ces dernières années, j'avais constaté que les membres africains du Conseil de sécurité s'étaient organisés en un groupe qui s'appelle le A3, qui ces 2 dernières années a d'ailleurs été rejoint par Saint-Vincent-les-Grenadines, c'était le A3 plus 1, Saint-Vincent-les-Grenadines en titre de de sa relation spéciale avec l'Afrique, et qui donc leur permet de peser de façon, je dirais, assez significative sur les dossiers qui concernent en particulier, sur tous les dossiers, mais en particulier sur les dossiers qui concernent les pays africains. Après, la problématique de l'élargissement du Conseil, oui, je pense que beaucoup de pays soutiennent le principe d'un élargissement et dans ce cadre d'une plus forte représentation du continent africain. Mais je voudrais juste dire, il n'y a pas... l'Afrique n'a pas intérêt à avoir juste un siège pour représenter toute l'Afrique. Son intérêt, c'est d'avoir une plus grande proportion de sièges pour des pays africains au sein du Conseil de sécurité et éventuellement un siège permanent pour certains de ces pays. Mais ça, c'est mon point de vue. Et sur la réforme, il y a beaucoup de points de vue, et ce qui d'ailleurs rend cette réforme très, très compliquée. Maintenant, sur la question de la sécurité
dans les 3 pays qui ont été mentionnés, Mali, Niger, Burkina Faso, il y a une situation assez complexe parce qu'il y a plusieurs forces de sécurité engagées. Il y a, pour le sujet qui nous concerne, bien sûr, la MINUSMA au Mali, qui est donc sur l'ensemble du territoire malien, mais qui est essentiellement déployée dans le nord du pays, pour appuyer la mise en œuvre de l'accord de paix qui existe avec les groupes qui étaient des groupes à tendance séparatiste, en tout cas qui étaient en conflit avec le gouvernement central. Et de plus en plus, ils se déploient aussi dans le centre où les problèmes de sécurité se sont déplacés. Au Mali, on a aussi, bien sûr, la force nationale du Mali. Et dans la zone des 3 frontières, on a des forces du G5 Sahel qui donc sont une coordination de forces issues des 5 pays, théoriquement des 5 pays du G5 Sahel. Dans les faits, c'est surtout les 3 pays concernés et le Tchad qui d'ailleurs a décidé d'envoyer un nouveau contingent dans cette zone, un contingent assez important, je crois, de 2000 personnes. 2000 soldats. Et puis dans les 2 autres pays, Niger et Burkina Faso, il y a des forces nationales qui se sont beaucoup renforcées ces dernières années, qui se sont beaucoup aguerries, qui ont réussi à bien sûr pas éradiquer le terrorisme, on est loin de là, mais qui ont quand même réussi à reprendre le dessus dans certaines zones. Et elles sont appuyées par la force Barkhane, la force française, qui est présente essentiellement au Mali, mais qui a aussi des effectifs au Niger et au Burkina Faso. Et enfin, toutes ces forces nationales sont soutenues par notamment des appuis des forces par l'armée américaine, à la fois en moyens de renseignement et en formation, notamment de formation de forces spéciales. Donc il y a beaucoup d'acteurs de sécurité sur cette zone-là. Je sais qu'on entend beaucoup et parfois il y a une certaine perplexité face à une situation qui de toute façon continue de se dégrader malgré toute cette présence de forces de sécurité. Mais je pense que c'est important des fois de redire à quel point cette zone, d'abord, n'est pas une toute petite zone, c'est un vaste territoire. C'est une zone avec des conditions de terrain. Moi, je suis pas militaire, mais il y a des militaires autour de la table qui pourront confirmer, mais qui sont des conditions de terrain très difficiles, notamment pour l'approvisionnement logistique des forces qui sont sans doute parmi les plus difficiles. Il faut franchir, des milliers de kilomètres sur des pistes et ces forces, les groupes terroristes auxquels ces forces sont confrontées sont très mobiles, peuvent se mêler à la population. Donc, on n'est pas sur des vastes plaines avec des forces qui se font face de manière visible. C'est une guerre asymétrique et donc qui est difficile à mener et c'est des combats qui sont très durs. Il suffit de voir le nombre des pertes, notamment des armées maliennes, burkinabées, nigériennes, mais aussi les pertes en civil qui sont malheureusement très importantes et sont des attaques qui sont menées contre des civils désarmés dans des villages, mais c'est difficile d'avoir des forces de sécurité dans tous les villages ou derrière tous les civils qui circulent sur les pistes dans cette zone. Donc voilà, le défi est quand même très important. Et donc, malgré la présence de ces différentes forces, pour l'instant, c'est contenu, mais on est loin, enfin, le combat est loin d'être terminé. Merci, monsieur le directeur des affaires politiques, l'Organisation de l'Internationale de la francophonie, monsieur Antoine Michon. Monsieur ambassadeur Chervini, il est de retour. Angela, peut-être vous pourrez répéter la question et ce sera peut-être la dernière question dans cette session, et puis on devra aller aux études des cas.
C'est une question sur la position de l'Afrique sur la réforme et l'élargissement du Conseil de sécurité et comment est-ce que voilà, ces opérations de maintien de la paix peuvent être assez efficaces si l'Afrique n'a pas une représentation permanente dans le Conseil de sécurité. Alors voilà, ça c'était le giste de la question précédente. Pourriez-vous peut-être nous donner un éclaircissage sur ce point-là aussi? Oui, merci ambassadeur El Goueni, merci beaucoup. Actuellement, l'Afrique soutient fortement la réforme et l'élargissement du Conseil de sécurité. Il y a une position africaine commune qui exige la demande de l'Afrique de 2 sièges permanents avec toutes les prérogatives des membres permanents, inclus le veto, et aussi 5 sièges non permanents pour l'Afrique. La position africaine commune est tellement soutenue par un grand nombre des pays membres des Nations Unies, mais on n'a pas arrivé jusqu'à maintenant à un compromis qui peut aider à pousser la réforme à New York, et les négociations intergouvernementales continuent en même temps à New York. En ce qui concerne comment les opérations de maintien de la paix peuvent être efficaces sans une présence permanente africaine au Conseil. Bon, voilà, il y a une présence africaine au Conseil, mais ce n'est pas permanente. Il y a des pays africains membres, et ce sont toujours des 3 pays. Ce sont les A3, African 3, ou les pays africains 3. Maintenant, ce sont A3 plus 1 parce que Saint-Vincent et Grenadines a décidé de rejoindre la position africaine et de s'aligner avec l'Afrique dans ces positions. Alors, il y a et les pays africains maintenant au Conseil, ce sont le Kenya, le Niger et la Tunisie. Et il y a une coordination africaine forte dans le Conseil afin de défendre la position africaine décidée par le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, et aussi de défendre les mandats qui ont été donnés par l'Union africaine. Alors, définitivement, s'il y aura 2 membres permanents africains au Conseil, je pense que vraiment ça va aider à représenter l'Afrique et à présenter les idées africaines fortement au Conseil. Mais tant qu'on va arriver à un compromis qui va aider à arriver à un élargissement et une réforme du Conseil, je pense que la présence actuelle par les A3, avec une coordination forte et avec un soutien des autres pays africains et avec le soutien de l'Union africaine aussi, peut aider à garantir que la voix africaine est bien représentée au Conseil, mais pas avec une autorité, mais pas avec la force du veto. Ça, c'est le problème. Sans veto, l'Afrique n'a pas la force de pousser des idées ou d'insister à avoir des résolutions précises ou des formules précises ou des mandats précis dans les résolutions du Conseil de sécurité. Cherbini, alors d'avoir rappelé la position commune africaine à propos de l'élargissement de la réforme du Conseil de sécurité, tout aussi en ajoutant la présence actuelle de l'Afrique au Conseil à travers les A3 ou même les A3 plus 1, comme vous avez dit que certains pays ont aussi rejoint la position commune des A3 aussi sur les sujets qui sont sur l'agenda, l'ordre de jour du Conseil de sécurité. Parfait, un grand merci à nos panélistes sur cette seconde session qui ont partagé leur point de vue des organisations internationales, Monsieur Antoine Michon, colonel Lucien Gavrila, docteur professeur Michel Lijoie et bien sûr mon cher collègue et ami, Excellence ambassadeur Amr El Cherbini. Maintenant, nous tournons sur notre dernière ou avant-dernière session, voilà, étude des cas. C'est vraiment étude des cas, c'est vraiment un débat interactif qui, selon les participants, alors peut-être ce sera une session très courte. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs participants qui sont des pays contributeurs ou même qui travaillent à des missions sur le terrain, missions de Nations Unies ou d'autres missions. Alors je les invite à partager leur point de vue. Je sais que colonel
Je sais que colonel Mohsen Nadi du 3e bureau de l'état-major des forces armées marocaines avait demandé la parole pour peut-être partager son expérience. S'il est là, il est bien invité à participer ou tout autre participant. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'envoyer vos questions sur le chat. Vous pourriez juste lever la main et notre équipe technique pourront vous mettre comme panéliste. Mais pour tous les autres panélistes de la session 2, si vous avez d'autres engagements, vous êtes, je sais que vous avez beaucoup sur votre ordre de jour. Sinon, si vous voudriez rester avec nous, ça sera grand plaisir aussi. Alors, étude des cas, on avait mentionné quelques missions, MINUSMA, MINUJUST, MINUSTA, MINUSCA, MONUSCO, UNIFIL. Bon, selon les participants, si quelqu'un voudrait partager son expérience, ou bien comme pays contributeur, ou bien comme membre d'une mission, c'est ça le temps d'y participer, d'y partager. Vous me recevez? Oui, Monsieur Cyril, vous avez la parole. Ok, bonjour Monsieur l'ambassadeur de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup pour les interventions qu'on a reçues ici et là et qui nous ont vraiment enrichis. Je travaille au sein de la MINUSCA, je suis formateur et je voudrais quand même apporter une contribution à ce travail en ce qui concerne donc l'efficacité ou bien la performance de cette mission de maintien de paix qui est en Centrafrique depuis 2013-14 par là. Je trouve que il est vraiment important que nos missions de maintien de paix travaillent à améliorer leur efficacité. L'efficacité, je pense, davantage aux résultats probants que la mission doit produire auprès de la population et surtout en termes de protection des civils, mais également, par exemple, en termes de restauration de l'autorité de l'État dans un pays comme la RCA, où vous avez environ 14 groupes armés qui existent et qui occupent, il y a de cela plusieurs années, plus de 80% du territoire national. Aujourd'hui, je voulais juste aborder le fait que depuis que la mission est installée en Centrafrique, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour favoriser la réconciliation entre les populations et permettre l'accès à l'aide humanitaire. Mais en termes d'efficacité, on voit que lorsque la mission était arrivée en Centrafrique, il y avait 2 groupes armés. Mais en présence de la mission, aujourd'hui, nous assistons à 14 groupes armés. Donc, on a assisté à un émiettement de groupes armés en présence de la MINUSCA et avec des accords de paix qui ont été signés avec ces groupes armés. Et ces accords de paix n'ont pas été observés à la lettre par les groupes armés. Par exemple, les groupes armés devaient se transformer en association ou organisation politique pour avoir davantage de revendications politiques. Cela n'a pas été fait. Et on trouve que la restauration de l'autorité de l'État devient de plus en plus difficile. Alors, là où les choses ont changé en RCA, c'est avec l'arrivée des contingents russes et rwandais qui ont signé des accords de défense avec le gouvernement centrafricain. Il se trouve que le travail que nous, les Nations Unies, n'avions pas pu faire au bout de plusieurs années, les Russes et les Rwandais ont pu le faire au bout de quelques semaines. Alors, je me demande, qu'est-ce que la mission va devenir? Quelle sera donc l'image de la mission auprès de la communauté nationale lorsque on voit que nous ne sommes pas en mesure d'aider le pays à se débarrasser des groupes armés et que les Russes et les Rwandais ont pu le faire. Et moi, j'ai vu, et c'est un peu difficile parce que dans les quartiers, les gens nous accusent et nous n'avons pas assez de mots pour nous défendre parce que le 13 janvier 2021, les groupes armés ont lancé une attaque coordonnée sur Bangui, la capitale centrafricaine. Et on voit clairement que, même si la MINUSCA était là, on voit clairement que si les troupes russes et les troupes rwandaises n'étaient pas autour de Bangui, le régime devait tomber. Et si le régime tombait, nous devions être pris comme complices, comme il était le cas en Côte d'Ivoire en 2011, où il y a eu un coup d'État alors qu'on était présent. Et de même qu'au Mali, où il y a un coup d'État lorsque nous étions aussi présents. Donc, je vois qu'il faut vraiment travailler sur l'efficacité de nos missions, de manière à ce que nous portions nos fruits là où nous sommes et pour ne pas donner l'occasion aux personnes, aux détracteurs de nos missions de pouvoir
davantage nous attaquer. Donc vraiment, il est important de travailler sur cet aspect et nous faisons un travail formidable. Et sur le terrain, il faut communiquer davantage sur ce que nous faisons pour que la population sache que nous sommes là, nous travaillons, même s'il y a des faiblesses, mais nous faisons beaucoup de choses pour apporter une aide aux populations qui ont les besoins dans les milieux reculés. Et voilà. Donc, c'est une expérience que je voulais partager en termes d'efficacité de la mission. Et je finirai par poser une question. Qu'est-ce que nous allons devenir, par exemple, en Centrafrique, si les partenaires du gouvernement centrafricain, il s'agit des Russes et des Rwandais, parviennent à imposer la paix sans pour autant que nous soyons résolument engagés dans ces actions de ce moment, parce que nous, notre position ici, c'est que nous engageons pas dans les combats, alors que les troupes russes et les troupes rwandaises sont aux côtés des FARC et ils s'engagent résolument dans le combat. Et chaque jour, les villes tombent sous le contrôle du gouvernement centrafricain. Qu'est-ce que nous allons devenir si les Russes, les FARC et l'armée nationale et les Rwandais parviennent à rétablir la sécurité? Merci. Merci, Monsieur Cyril Bercola, pour avoir partagé votre expérience. Bien sûr, la question que vous posez aussi peut-être mérite un séminaire dédié voilà, au cas d'étude, en particulier au MINUSCA, mais si jamais un de nos panélistes voudrait faire un petit commentaire, vous êtes bienvenu. Merci d'avoir partagé votre expérience.